Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur BFM TV pour développer les grands titres de l'actualité de ce mercredi. Bonsoir Fanny. Bonsoir Jean-Wilfried, bonsoir à tous. La mort du chef du Hamas à la une ce soir. Il a été tué dans une frappe qui a été imputée à Israël. En conférence de presse il y a moins d'une heure, Benjamin Netanyahou assume des coups sévères portés aux ennemis d'Israël ces derniers jours. Le mouvement islamiste palestinien et l'Iran ont promis de venger sa mort, ce qui pourrait créer de nouvelles tensions dans la région en pleine guerre à Gaza. On en parle avec nos correspondants, nos spécialistes et nos invités. Deuxième jour de recherche en forêt d'Arnoux entre Vosges et Bas-Rhin pour retrouver Lina dont l'ADN récemment a été trouvé dans un véhicule volé. 80 gendarmes quadrillent toujours méticuleusement le secteur. Quant au principal suspect qui s'est suicidé, on n'en sait plus sur son profil. Éclairage dans ce journal dans un instant. Et revoilà les orages. 24 départements sont placés en vigilance orange. Nous ferons le point avec notre spécialiste météo et climat, Kevin Fleury. Hier soir, les orages ont causé de gros dégâts en Bourgogne. Ils ont fortement impacté le trafic SNCF sur les lignes TGV Sud-Est. Le trafic reprend difficilement autour de Lyon. Nous serons sur place. Également au programme, ces 4 jours de compétition et déjà 22 médailles pour les athlètes français engagés dans ces JO à la maison, dont 6 en or, et c'est sans compter les 2 qui pourraient encore compléter l'arsenal ce soir si Léon Marchand remporte ses 2 finales, 200 mètres papillon, 200 mètres brasse. Le point sur cette belle moisson dans un instant. Mais tout d'abord donc l'Iran à la une, l'Iran qui décrète 3 jours de deuil national après l'assassinat à Téhéran du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. Le mouvement islamiste palestinien en guerre contre Israël dans la bande de Gaza accuse Israël d'être à l'origine de la frappe meurtrière. Le Hamas et l'Iran menacent de représailles. Explication, Emeline Darcourt. Aux premières heures de la journée, la résidence d'Ismaël Haniyeh à Téhéran a été touchée. Les gardiens de la révolution présentent leurs condoléances à l'héroïque nation palestinienne. L'annonce de la mort du chef politique du Hamas a été faite par la télévision iranienne. Ismaël Haniyeh était venu en Iran pour la cérémonie d'investiture du président. On le voit ici sur des images filmées hier à cette occasion. Depuis Gaza où elle réside, la belle-fille d'Ismaël Haniyeh a à son tour annoncé la mort de son beau-père. La douleur est grande. Adieu au leader de la nation. Tôt ce matin, le Hamas a publié un communiqué. Notre frère, le dirigeant, le Moudjahid Ismaël Haniyeh, le chef du mouvement, est mort dans un raid sioniste. Ismaël Haniyeh a été ciblé quelques heures seulement après qu'un avion de combat a tué un haut commandant militaire du Hezbollah au cœur de Beyrouth. Israël a officiellement revendiqué l'élimination du chef du Hezbollah, mais garde le silence sur celle d'Ismaël Haniyeh. Dans les rues de Ramallah ce matin, les portes de ces commerces restent closes. Les mouvements palestiniens en Cisjordanie occupée ont appelé à une grève générale dans les territoires palestiniens. Franchement, la nouvelle a choqué tous les Palestiniens dans leur pays et à l'étranger. Il s'agit d'une opération lâche et d'un nouveau crime à ajouter au palmarès de l'occupation en matière d'assassinat de résistants, de moudjahidines et de dirigeants du peuple palestinien. Je m'attends à une réponse forte. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un désastre avec l'assassinat du martyr, le commandant Ismaël Haniyeh. La direction du Hamas a fait savoir que l'organisation ne sera pas affectée par la perte de l'un de ses dirigeants et continuera ses actions dans la région. Ismaël Haniyeh était à Téhéran pour assister à l'investiture du président iranien. Une enquête a été ouverte par l'Iran afin de déterminer les circonstances de cette mort. Le numéro 1 du Hamas sera enterré vendredi à Doha après les funérailles à Téhéran. On en parle avec nos invités et notre éditorialiste en plateau, Rina Bassiste, bonsoir. Correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor et ancienne diplomate. Avec nous également Manal Shirali, sociologue, politologue. Vous êtes spécialiste de l'Iran et auteur de Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. Et nous accueillons également Ulysse Gosset, éditorialiste politique international BFM TV. Ulysse, on voudrait commencer avec vous déjà pour connaître ce personnage. Qui était Ismaël Haniyeh, qu'on présente comme le leader du Hamas ? C'était l'un des dirigeants les plus importants du Hamas, mais c'était un dirigeant politique. C'était la vitrine extérieure du Hamas. Il vivait à Doha et c'était surtout au cours des derniers mois le négociateur pour le Hamas qui a rencontré soit à Doha, soit en Égypte, au Caire, les représentants donc des différents pays liés à ces négociations, notamment les chefs de la CIA et du Mossad. Donc c'est quelqu'un qui jouait un rôle
extrêmement important à l'extérieur et c'était l'une des figures du mouvement et Netanyahou, il y a quelques mois, n'avait pas caché à des journalistes israéliens qu'il avait donné ordre au Mossad, le service secret israélien, d'assassiner, d'éliminer tous les dirigeants du Hamas où qu'ils se trouvent et pas simplement dans la bande de Gaza. Donc c'était une figure emblématique, c'est lui aussi qui était à l'origine du rapprochement entre le Hamas et Téhéran. Où il se rendait, vous l'avez dit très justement, pour l'inauguration du nouveau mandat présidentiel, du nouveau président iranien qui vient d'être élu. Ce qui est assez phénoménal, si vous voulez, et très audacieux de la part d'Israël, c'est d'avoir finalement réussi à mener cette frappe dans la nuit qui a suivi l'investiture du nouveau président iranien, à la surprise générale et sans doute celle des Iraniens, alors que la défense antiaérienne iranienne a été incapable d'empêcher cette neutralisation. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'Iran est confronté à un défi. Comment peut-il réagir? L'ayatollah Khamenei, le chef donc suprême du pays, a clairement dit que c'était un devoir de se venger. Comment l'Iran entend-il se venger? C'est la question qui est posée maintenant ce soir. En tout cas, Netanyahou vient d'intervenir à la télévision et il a dit clairement les Israéliens doivent s'attendre à des jours difficiles. On fait pression sur moi pour que j'arrête cette guerre de Gaza depuis longtemps et je ne l'ai pas fait et je ne céderai pas. C'est-à-dire qu'on voit un Netanyahou extrêmement déterminé, extrêmement ferme, mais qui n'a pas dit un seul mot dans son intervention, pas un seul mot. Il n'a pas prononcé le mot du dirigeant du Hamas qu'il a finalement neutralisé. Justement, je vous propose d'écouter un extrait de cette prise de parole du Premier ministre israélien. Hier, nous avons frappé le second de Nasrallah, qui était directement responsable de l'attaque dans le Golan des enfants qui ont été tués. Il était responsable de plusieurs attaques sur Israël, sur les citoyens d'Israël, dans le nord d'Israël pendant les 9 mois de la guerre. Il était un des plus grands terroristes qui était recherché par tout le monde. Il y a eu même un prix pour sa tête de plusieurs millions de dollars. Il a été impliqué dans l'assassinat de plusieurs soldats israéliens, même à Beyrouth en 1983. Il était facteur central de la liaison entre l'Iran et le Hezbollah. Irina Bassiste, on vient d'entendre à l'instant M. Netanyahou. Il assume cette frappe. Bon, d'une certaine façon, parce que comme Ulysse a très bien expliqué, les noms d'Ismail Haniyeh n'étaient pas prononcés pendant cette très brève déclaration de la part de Netanyahou, mais quand même il a fini ces mots en disant qu'Israël va frapper tous ceux qui vont essayer d'attaquer l'État n'importe où. Et n'importe où, je crois que tout le monde on comprend très très bien ce qui s'est passé et qui était derrière cette attaque à Téhéran. Maintenant aussi, je reviens sur ce qui était dit aussi très, très justement. Le régime d'Ayatollah se trouve dans une situation extrêmement compliquée parce qu'Israël, non seulement il y avait des renseignements a priori absolument extraordinaires pour savoir où il faudra attaqué. Et on sait maintenant qu'Ismail Haniyeh ne séjournait pas dans un de ces grands hôtels où il y avait tous les autres invités de marque, mais dans une résidence qui appartient aux gardes de révolution. On sait aussi que la défense anti-aérienne n'a pas marché. Et on peut même s'imaginer, parce que le timing est quand même très compliqué, on peut peut-être s'imaginer que cette idée de frapper Ismail Haniyeh sur le sol iranien est venue peut-être au moment où on savait que le président Raisi est décédé. Parce que là, déjà, bien sûr, on sait qu'il y aura des grandes funérailles et après les grandes funérailles, il y aura des grandes élections et après les grandes élections, il y aura justement l'investiture. Donc, il y avait plusieurs peut-être moments possibles pour justement cibler monsieur Haniyeh. Et là, il y avait tous les disons, les paramètres étaient réunis justement pour arriver à ce résultat qu'on a vu. Manash Sherali, on aimerait également avoir votre avis assez rapidement sur le Hamas, l'Iran, qui notamment menace donc de venger cette mort et qui évidemment vont encore rajouter à cette tension qui ne cesse de croître dans le Proche-Orient. De toute façon, l'Iran, ou la République islamique, pour être plus juste, n'a pas le choix, doit faire quelque chose. Sinon, de l'intérieur, elle est complètement contestée de la part de ses bases, des gens qui le soutiennent. Et de l'extérieur, aujourd'hui, j'ai pu remarquer que
plusieurs centaines, voire milliers d'internautes arabophones ont écrit sur les sites iraniens, sur les Twitter de Khamenei et ses compagnies, en les insultant, en disant que pourquoi vous n'avez pas su protéger Ismail Haniyeh. Comment est-ce possible? Vous êtes des complices des Israéliens, ce que en fait les internautes arabes reprochaient aux dirigeants iraniens. Donc vous voyez que les dirigeants iraniens sont dans une situation très délicate. Ils doivent faire quelque chose, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire face à la capacité technologique de l'armée israélienne. Merci Manal Sherali, merci Rina Bassiste et merci à Eunice Gosset d'être avec nous sur cette thématique. On y reviendra évidemment dans notre prochain journal. Dans l'actualité de ce mercredi soir, il y a les recherches qui continuent dans les Vosges pour tenter de localiser Lina, cette adolescente de 15 ans qui a disparu en septembre dernier. Le suspect numéro 1 se serait suicidé il y a environ 3 semaines. D'importants moyens sont déployés sur le terrain. On retrouve sur place l'envoyé spécial de BFM TV, Florian Porras. Les recherches qui se sont terminées vers 18h30 ce mercredi lorsqu'on a vu plusieurs véhicules de gendarmerie quitter cette zone de recherche. On ne sait pas pour l'instant si elles ont été fructueuses, mais en tout cas 80 gendarmes ont été mobilisés ce mercredi ici dans la forêt d'Anould dans les Vosges. Des gendarmes à la fois de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, mais aussi des gendarmes du pôle régional d'enquête spécialisé dans la disparition de Lina. Il y a eu aussi des brigades cynophiles, des chiens également spécialisés dans la détection de restes humains. Et puis pour ce qui est de cette zone de recherche, on est ici à Anould, une petite commune des Vosges, à une trentaine de kilomètres de l'endroit où Lina a disparu. C'était dans le Bas-Rhin, une forêt peu escarpée, nous a-t-on dit, habituée à accueillir des randonneurs. On ne sait donc pas si ce deuxième jour de recherche a été fructueux, ni si ces recherches vont se poursuivre dans les prochains jours, car vous le voyez sur ces images d'Hugo Dorsemène, la pluie s'est mise à tomber dans les Vosges. On annonce également de la pluie demain. Reste à savoir donc si ces recherches se poursuivront dans les prochains jours pour retrouver l'adolescente Lina, disparue en septembre dernier alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Florian Porras pour BFM TV sur place avec, pour les images, Hugo Dorsemène. Et revoilà les orages à présent. On en parle évidemment justement de cette vigilance météo qui concerne désormais 24 départements pour la vigilance orange. Kevin Flouy, notre spécialiste météo, est avec nous. Kevin, c'est la partie nord du pays qui est touchée, plus que hier encore. Oui, exactement. On a un total de 24 départements placés en vigilance orange pour des orages violents avec de fortes précipitations, d'intenses rafales de vent. On va y revenir ensemble dans quelques instants, mais également des chutes de grêle qui ont pu rendre temporairement la circulation délicate, notamment dans le nord-ouest de la France, mais également dans le nord-est, dans la région de Gérardmer, vous le voyez, dans le département des Vosges, pas très loin d'ailleurs, on va y revenir là aussi. Forte activité électrique et surtout forte précipitation dans le secteur de Münster, on est juste à côté en Alsace. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, on va regarder évidemment l'animation satellite avec des nuages qui se sont formés tout au long de l'après-midi, qui ont rapidement grandi dans le ciel. Et généralement, quand on voit ces nuages pousser, c'est jamais bon signe. Ça signifie que des orages sont à venir et les voici. Ils sont apparus vers 17-18 heures. Dans un premier temps entre la Bretagne, la Normandie, puis un petit peu plus tardivement sur l'Alsace, avec de fortes rafales, parfois même records. On n'avait jamais vu une telle rafale, par exemple à Argentan, dans le département de l'Orne, depuis la tempête de 1999. Et puis de l'autre côté de la France, comme prévu, je vous emmène en Alsace. Regardez, on a entouré en rouge la zone très fortement touchée par les pluies dans la région de Münster. Et bien là aussi, c'est record. On n'a jamais vu autant de pluie sur la station Météo France de Münster depuis son installation en 2001. Donc des orages très pluvieux avec évidemment souvent des inondations. Merci Kevin. Hier soir déjà, en tout cas, des orages très violents se sont abattus en Bourgogne. Ils ont causé des dégâts très importants dans le vignoble, notamment dans le secteur de Chablis. Les orages, vous le voyez, ont également fortement impacté le trafic sur le TGV Sud-Est et la SNCF a fourni des explications sur l'origine du problème. Ce matin, il y a eu une cellule orageuse dans Lyon avec des vitesses très élevées de vent puisque d'après nos informations, c'est monté à 99 km/h du côté d'Auxerre. Et plusieurs arbres sont tombés sur l'ensemble des infrastructures de Lyon, aussi bien les routes que l'électricité que les infrastructures ferroviaires. Et donc c'est la cime d'un arbre en particulier qui appartenait à un riverain à l'extérieur des emprises SNCF qui est tombé sur les voies.
heurté à pleine vitesse par un TGV, d'où les images que vous avez pu voir. Et on en parle avec notre invité Jacques Trocaz. Bonsoir, vous êtes secrétaire fédéral Sudrail. Des gros dégâts sur les lignes. Est-ce que c'est le cas également sur les trains ? Oui, bonsoir. Évidemment, quand il y a des problèmes, on va dire, sur les infrastructures, ça péjore l'exploitation du ferroviaire, donc la circulation des trains. Et encore une très grosse mobilisation des cheminots, des cheminotes ces dernières heures. Alors Jacques Trocaz, on l'a vu, ces gros orages ont eu des répercussions sur le trafic. Ce sont environ 80 000 voyageurs qui ont été impactés au cours des dernières heures. Le retour à la normale, il est prévu quand ? Dans les prochaines heures ? Demain matin ? Ouais, les informations qu'on a avec la direction de l'entreprise, c'est qu'il y a déjà eu, on va dire, une première voie, un premier tracé qui a été ouvert entre Lyon et Paris vers 17h30. Et la situation s'améliore là d'ici 20h30, mais avec une situation normale demain matin, grâce, il faut le répéter, à nos collègues qui sont allés très rapidement sur les lieux et avec des dégâts très importants, parce qu'on parle de mini-tornades, quelque chose qui n'était pas prévu et qu'on dû remettre à la fois les installations ferroviaires, mais aussi le TGV qui a été impacté. Et bien évidemment, il faut entre guillemets l'enlever des voies ferrées pour reprendre la circulation. Donc un travail d'équipe. Une semaine difficile pour vous. On sait que vos équipes ont été mobilisées pour les opérations de sabotage, de réparation des sabotages. Et puis là maintenant, donc avec cette situation liée à la météo, comment est-ce que les équipes se relaient ? Comment elles s'organisent ? Alors moi, je suis syndicaliste, donc c'est pas mes équipes, c'est mes collègues de travail. Oui. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais en fait, alors là, on en parle un peu plus parce que bon, il y a l'effet JO ou alors là, c'est l'axe sud-est. Mais vous savez, les collègues, ils sont mobilisés 365 jours. Alors des fois, on en parle moins parce que par exemple, c'est une coulée de boue qui a emporté la voie ferrée sur une ligne entre Lyon et Saint-Étienne, et donc la réaction est la même. C'est vraiment 365 jours. On a des collègues, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end. Quand il y a des intempéries et des dégradations ou des dysfonctionnements sur les installations ferroviaires ou même dans les gares, eh ben, ils répondent présents pourquoi ? Parce qu'on est attaché au service public ferroviaire. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM TV pour nous parler de ces difficultés sur les lignes SNCF depuis quelques heures. Mais on l'a bien noté, retour à la normale en principe dès demain matin. On en vient à présent à 20h16 à ces JO et à nos athlètes français qui continuent de nous rendre très fiers. Regardez ce tableau, 22 médailles en 4 jours seulement, un compteur à ce stade, dont 6 en or, un classement provisoire pour l'instant. On est 4e par pays. Ouais, alors les moissons du jour, moisson du jour, 2 récompenses en triathlon ce matin, chez les garçons, chez les filles, après une baignade, on le rappelle, dans la Seine. L'or pour Cassandre Beaugrand et le bronze pour Léo Bergère. 3e place aussi en BMX freestyle avec Anthony Jean-Jean, ainsi que pour Maxime Gaël Enyap Ambou en judo, et peut-être 2 autres médailles en or ce soir, on l'espère. On l'espère avec très fortement, il y a de grandes chances en tout cas. Léon Marchand. Et il faut compter évidemment sur les athlètes, mais on peut aussi compter sur les supporters qui sont rassemblés ce soir au Club France, au nord de Paris, et c'est là qu'on vous retrouve. Angie Loata pour BFM TV. Forcément, tout le monde est prêt à donner de la voix, on l'imagine, pour Léon Marchand. Ah oui, il reste à peu près une vingtaine de minutes pour soutenir Léon Marchand. Hier déjà, pendant ces demi-finales, il y avait une ambiance de feu. Les gens disaient « Ah, voilà l'homme poisson !» et tout le monde était en effervescence pour Léon Marchand. Arnaud, Belga, vous êtes tous les deux ici pour soutenir Léon Marchand, mais pour soutenir tous les athlètes français. On vient d'avoir encore une médaille de bronze là sur l'escrime en sabre par équipe. Et il y a une émotion qui va monter tout au long de la soirée. Ouais, il y a une émulation de ouf autour des JO. Ça faisait longtemps qu'on attendait Paris avec les travaux et tout, c'était compliqué. Et là, on sent que le peuple se libère, tout le monde est content. Énergie de dingue, l'équipe de France, des résultats de débiles. Donc ça fait super plaisir. On attend encore des médailles ce soir à fond, quoi. Tu vois, on est derrière Léon au taquet, quoi. Allez, dans une vingtaine de minutes à peu près, il parlait des travaux, de cette sinistrose ambiante qu'il y avait généralement. On se rend compte que finalement, il n'y a rien de mieux qu'être heureux dans la vie. Et c'est précisément ce qu'on vit ici au Club France et ce qu'on vit pendant ces JO. Exactement, enfin on le voit autour de nous, il y a vraiment beaucoup d'énergie. Les travaux c'est derrière nous, là on vit un moment magnifique, on est là pour Léon Marchand. S'il va faire ce soir, enchaîner les 200 mètres papillon et bras, c'est vraiment historique. Est-ce qu'il est capable de le faire ? Est-ce que c'est humain de faire ça ?
Alors, lorsqu'on écoute son entraîneur, il n'est pas capable. Moi, je pense qu'il est capable. Il pense qu'il est capable et moi, je pense qu'il va le faire. Il avait des réserves, il essayait de le protéger, effectivement, son entraîneur. Merci beaucoup, les gars. Je vous laisse suivre ces deux finales qui vont avoir lieu dans une vingtaine de minutes et puis même 2 heures plus tard. Après, il y a une effervescence assez folle ici au Club France ce soir pour soutenir Léon Marchand. Et on vous retrouve évidemment dès 21h parce qu'on aura une large page Jeux Olympiques avec, on l'espère, la médaille d'or de Léon Marchand. Angie Loita qui était sur place avec Nicolas Planck pour les images. Je vous propose d'écouter à présent Gabriel Attal, le Premier ministre démissionnaire, qui, avec d'autres ministres démissionnaires qui sont en charge de ces Jeux Olympiques, eh bien, aujourd'hui ont répondu aux critiques. Le Premier ministre qui se félicite notamment d'un succès sur tous les fronts. Écoutez-le. Briller. On aura de l'or encore. Ouais. 2 fois médaille d'or. Il est exceptionnel. Il a été exceptionnel au 400 mètres 4 nages la semaine dernière. Absolument. Et je pense qu'il va encore faire de très belles performances ce soir. Et on a par ailleurs un autre nageur qui concourt ce soir. Voilà. Vous attendez quoi comme épreuve encore? Vous attendez particulièrement? Quel est votre petit Non, on a encore de belles épreuves qui arrivent. Et votre préféré à vous? Ce soir, c'est quand même un moment important. Parce que Léon Marchand, on l'a suivi en amont de ces Jeux, on l'a beaucoup attendu. Et je pense que ce soir, ce sera particulièrement important pour les Français. Bonne soirée. Voilà, vous venez d'entendre Gabriel Attal qui fait son pronostic pour ce soir, lui aussi. Bon, il ne s'avance pas trop, on est tous à peu près dans les mêmes lignes. A priori, ça devrait passer pour Léon Marchand, on va voir en tout cas si Carl Olive, qui est avec nous, député Ensemble des Yvelines, ancien journaliste sportif, a le même pronostic. Léon Marchand, bien sûr, à 2 reprises, or et or, brasse papillon. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous savez, le sport, c'est pas une science, donc tant que la compétition n'est pas terminée, tant que la main n'a pas touché le dernier mur, tout ça reste du sport et c'est ce qui fait le sel de la compétition. Mais le travail entraînant le talent et le talent entraînant la chance et la réussite, fort est à parier que Léon Marchand, effectivement, pourrait ce soir briller de 1000 feux pour notre beau pays. Alors Léon Marchand, évidemment, on le suit, c'est un peu la mascotte en ce début d'Olympiade. Il y a eu Antoine Dupont en tout début également, avec cette première médaille d'or. Et puis, il y a énormément d'athlètes déconnus, d'autres qu'on découvre et qui nous rendent très, très fiers. Quel nom vous retenez? On a retenu notamment cette médaille en or en triathlon ce matin, avec cette fameuse baignade dans la Seine qui a donc pu se faire avec donc cette athlète française. C'est vraiment de bon augure. Oui, alors permettez-moi de faire du chauvinisme local, puisque Cassandre Bongrand, dont vous parlez, est originaire de Poissy. Elle a passé 8 ans au club de Poissy Triathlon. C'est quelqu'un que nous avons suivi avec la ville de Poissy, avec la famille Gros. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une première historique, puisque c'est la première fois dans l'histoire du triathlon qu'une championne française devient championne olympique. Et c'est juste exceptionnel. Il y a eu beaucoup d'émotions. Mais là encore, il n'y a pas de hasard. Et moi, je voudrais rendre vraiment hommage à l'ensemble de la formation du sport à la française. On parle souvent du génie à la française. Et bien aujourd'hui, on vit ça depuis bientôt une semaine et c'est juste formidable. 22 médailles, vous vous rendez compte, 22 médailles. On est plus de la moitié de ce que nous avions réussi dans des dernières Olympiades. Et mon petit doigt me dit que ça va évidemment continuer. Carl Olive, parfois il y a également des déconvenues, des déceptions. C'est le cas d'Alexis Lebrun, éliminé rapidement cet après-midi en tennis de table. Oui, mais c'est ce que je vous disais. Encore une fois, le sport n'est pas une science et c'est ce qui en fait son sel. Et puis, il y a un petit détail, il y a un petit effort qui n'est pas forcément fait. Il y a une petite maladresse qui est faite. On l'a vu aussi au judo. C'est ce qui fait, encore une fois, la beauté du sport en général. Je veux aussi insister sur le fait que le sport est un catalyseur social transversal. Voilà quelque chose qui rassemble. Regardez l'émotion que nous avons dans le pays. Tout à l'heure, un de vos journalistes parlait de halte à la sinistrose. Eh bien oui, ça fait plaisir de voir que depuis quelques jours, eh bien, la France est à l'unisson à côté des championnes et des champions, à côté des bénévoles, à côté des forces de sécurité. C'est ça le beau pays qui est le nôtre. C'est ça notre beau pays, c'est ça la France. Merci Carl Olive, on se quitte sur ces belles paroles. Merci beaucoup, député Ensemble des Yvelines et ancien journaliste sportif. Et on se retrouve nous dans quelques minutes, on va parler de l'affaire Lina. Les gendarmes sont toujours à la recherche de l'adolescente âgée de 15 ans. On fera le point sur l'enquête avec notre invité et Mathias Tesson, notre spécialiste police-justice à BFM TV. A tout de suite.
Installez-vous devant votre rendez-vous avec les véhicules de prêt France Pare-Brise. Votre programme avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, trouvez votre futur chez vous partout en France. Bonjour les amis, on se retrouve à la rentrée à partir du 26 août, du lundi au jeudi de 20h à 22h. Notez bien dans vos agendas. Pour un tout nouveau rendez-vous, alors il y aura évidemment de l'info, du débat, mais bien plus que ça. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau d'ailleurs, Eric? De l'opinion, de la profondeur et puis un ton, mesdames, messieurs. Faites-nous confiance. Liberté, égalité, Brunet. Dès le 26 août de 20h à 22h en direct sur BFM TV. C'est bientôt l'heure de prendre la route des vacances. Sur la route, il y a tout le monde. Et il y a nous. Nous qui vivons la route. Nous allons, nous venons, nous revenons. Nous roulons sur la 6, la D34, la N2. Nous avalons des kilomètres et des sandwichs triangles. Sans nous connaître, nous sommes ensemble. En cas de danger, en cas de contrôle, nous sommes prévenus, nous nous prévenons. Nous sommes 5 millions de membres et nous rendons la route plus sûre. Coyote, faire la route ensemble. Agent immobilier, vous vous sentez seul face à la rénovation énergétique? Groupe Verlaine a la solution. Chiffrez les travaux des biens de vos clients en moins de 10 minutes grâce à notre partenariat unique. Offrez à vos clients un devis précis pour améliorer la performance énergétique de leurs biens en leur proposant des solutions efficaces, comme l'isolation par l'extérieur, la pompe à chaleur ou les panneaux solaires. Groupe Verlaine, le partenaire des agences immobilières pour la rénovation énergétique. Cette nuit, profitez de votre ensemble de literie Emma pour bien vous reposer. Car demain, les produits Emma sont spécialement conçus pour aider les athlètes et les sportifs du quotidien à se réveiller en pleine forme. Alors pendant les promos de l'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Café long, espresso, cappuccino, votre coffee shop à la maison en un seul clic. Tassimo reconnaît chaque capsule, ajuste seule la température, l'intensité et la taille du café. Tassimo s'occupe de vous. Découvrez le musée Bonnard au Canet, au cœur de la Côte d'Azur, où Pierre Bonnard vécut et peint plus de 300 toiles. Unique musée au monde dédié à son art avec des expositions inédites. Musée-bonnard.fr. Salut l'artiste, tu me mets un gros poulaga. C'est-à-dire? Je le prends bien mûr. On va pas le manger à Saint-Glinglin. Ça chatouille le blaze? Ah, ça te remonte dans la truffe, hein? Mets-moi 3 dorades, bien comac. Ah, je vous les vide? Non, te casse pas la nénette. Vous m'avez déballé toute la carte postale. Je prends tout. Minot, je suis là. Bonjour. J'espère que j'ai rien oublié dans les commissions parce que tu sais, je grignote un peu de la cafetière. De la quoi? Oui, à la tête. De la cafetière. Voilà, tire un peu plus et décale. Comme ça qu'on va faire pour 18 mois. On a tous besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Chez Alliance aussi. Vous préparez, vous accompagnez jour après jour. C'est notre métier. Alliance, avec vous de A à Z. Avec Kayak, comparez les prix des vols, hôtels et locations de voitures en seulement quelques clics. Le hic, c'est que ça pourrait vous donner envie de tout comparer. Chloé, Cécile. Qui veut une glace? Kayak, découvrez par vous-même. Yo, can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Je peux essayer? Ok. Je peux jouer? Ah, can I kick it? Can I kick it? Je peux essayer? Rien à dire. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Yes! Yes! Voilà l'effet que ça fait d'acheter ses fournitures scolaires sur entrediscount.com.
Fini les samedis interminables au supermarché. Dites oui au prix imbattable, au choix, à la facilité. Avec entrediscount.com, en 3 clics, choisissez, commandez, profitez. C'est une énergie à nul autre pareil. Un rêve à portée de main. C'est le monde de demain qui s'écrit et s'invente. C'est le moment de marquer l'histoire. C'est le soleil qui se lève. C'est l'énergie qui change tout. C'est une flamme nouvelle dans tous les cœurs. C'est le moment de briller. Une flamme électrique pour la Vasque de Paris 2024. Par EDF. Entre Metz et Narbonne. On l'a pas en vinyle, ça? Si. Ah, t'écoutes des vinyles, toi? Ah oui? Pourquoi pas toi? Mais moi, je stream, mon pote. Patrick, conducteur Blablacar, va rester branché et limiter un peu le CO2. S'il pensait juste récupérer 70 €, c'est raté. Des frais en moins et bien plus que ça. Blablacar. Sur la route, il y a tout le monde. Et il y a nous. Nous qui vivons la route. Nous allons, nous venons, nous revenons. Nous roulons sur la 6, la D34, la N2. Nous avalons des kilomètres et des sandwichs triangles. Sans nous connaître, nous sommes ensemble. En cas de danger, en cas de contrôle, nous sommes prévenus, nous nous prévenons. Nous sommes 5 millions de membres et nous rendons la route plus sûre. Coyote, faire la route ensemble. – 20h30, bienvenue si vous nous rejoignez devant BFM News. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Wilfried. Bonsoir Fanny. À la une de ce soir, cette deuxième journée de recherche en forêt d'Arnoux, entre les Vosges et le Bas-Rhin, pour retrouver Lina, dont l'ADN a récemment été trouvé dans un véhicule volé. 80 gendarmes quadrillent toujours méticuleusement le secteur. Quant au principal suspect qui s'est suicidé, on en sait plus sur son profil. Éclairage dans un instant avec Mathias Tesson et nos invités. Retour progressif à la normale ce soir sur la ligne TGV Sud-Est. 3 trains sur 4 doivent circuler après les lourds dégâts causés par les violents orages de la nuit dernière. Les travaux étaient censés durer jusqu'à 20h, c'est ce qu'annonce la SNCF. Nous irons vérifier tout ça en gare de Lyon avec Kevin Eliès pour prendre le pouls de la situation. Les orages justement qui se renforcent encore aujourd'hui. 24 départements dans le nord sont concernés par ces événements météo violents. On en parlera avec Kevin Fleury dans un instant. Une situation qui hier déjà a provoqué des chutes d'arbres coupant les voies du TGV Sud-Est. Le trafic reprend donc doucement ce soir. Mais tout d'abord, les recherches qui se poursuivent donc pour le deuxième jour consécutif afin de retrouver Lina entre les Vosges et le Bas-Rhin, d'où elle a disparu il y a 10 mois. Le dispositif reste important avec toujours 80 gendarmes, des brigades cynophiles et des moyens techniques de pointe déployés. L'enquête s'accélère depuis la récente découverte d'ADN de l'adolescente dans une voiture volée. Les détails dans ce reportage de Pierre-Olivier Dantan. Dans ces paysages escarpés, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Lina. Elles avaient débuté hier matin dans les Vosges et ont repris ce matin à 10h, les enquêteurs concentrant leurs recherches sur la forêt de Hanou, située à environ 40 km du lieu de disparition de la jeune fille. Des motocross de la gendarmerie étaient dépêchés sur place pour sécuriser le site, qui sera bouclé et interdit d'accès toute la journée. Un important dispositif est mobilisé. Près de 80 gendarmes sont engagés sur le terrain. Certains sont des gendarmes locaux. D'autres sont issus de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, assistés de brigades cynophiles. Selon nos informations, l'IRCGN a dépêché sur place une équipe de 5 experts pour tenter d'avancer dans les zones les plus difficiles à atteindre. Parmi eux, un archéo-anthropologue. Il analyse la nature des éléments retrouvés par les gendarmes, mais conseille aussi les enquêteurs sur la méthodologie à employer pour analyser les sols. C'est sur ces recommandations que les gendarmes choisiront d'envoyer des chiens, débroussailler les lieux, creuser ou même raser des arbres. D'autres experts, capables d'utiliser un radargramme ou des spécialistes de la modélisation des lieux, doivent permettre de passer au peigne fin la zone où Lina a disparu et de guider les gendarmes dans l'utilisation des radars et des drones. Les gendarmes de la cellule d'enquête régionale, présents depuis la disparition de la jeune fille, sont également mobilisés dans cet important dispositif. Alors justement, avant de voir comment se déroulent concrètement les fouilles sur le terrain, nous sommes avec Mathias Tesson. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste police-justice à BFM TV. Mathias, on en sait un peu plus depuis quelques heures sur le profil de cet homme. On sait qu'il a
43 ans déjà. Oui, absolument. Cet homme, pour bien comprendre, en fait, il est suspecté d'avoir été le conducteur de ce véhicule dans lequel l'ADN de Lina a été retrouvé, véhicule sur lequel les enquêteurs ont réussi finalement à mettre la main il y a quelques semaines de cela dans le sud de la France, dans le Languedoc-Roussillon. Voilà de quoi il est suspecté à cette heure, sauf que cet homme, il s'est suicidé depuis. Il a été retrouvé pendu à son domicile le 10 juillet dernier. Cet homme, c'est un homme de 43 ans, décrit par son entourage comme quelqu'un de plutôt discret et bien inséré, sauf que certains d'entre eux notent une espèce de bascule dans son comportement et des faits aujourd'hui qui lui sont reprochés, hormis cette suspicion dans l'affaire Lina. On sait que le 25 août 2023, soit un mois avant la disparition de Lina, eh bien cet homme, il s'est rendu coupable de 2 vols aggravés, d'abord au préjudice d'une caissière qu'il va braquer, menacer, et il va réussir à emporter avec lui quelques billets. Et puis dans un autre temps, on sait aussi qu'il va voler une vieille dame âgée, une nonagénaire, qu'il va lui voler son sac et qu'il va par ailleurs la blesser. Cet homme, il est aussi mis en cause dans une affaire de refus d'obtempérer et de conduite sous stupéfiants. Ça, ce sont des faits qui remontent au mois de janvier dernier. On ne sait pas à cette heure si le véhicule qu'il utilise à ce moment-là est ce véhicule pour lequel il est suspecté d'avoir commis un refus d'obtempérer et d'avoir conduit sous stupéfiants. On ne sait pas si c'est le même véhicule qui intrigue aujourd'hui les enquêteurs. Néanmoins, on sent que il y a une bascule dans son comportement ces derniers mois. Aujourd'hui, c'est le principal suspect dans cette affaire, mais il s'est suicidé. Il ne pourra donc pas livrer sa version des faits et il est toujours à cette heure présumé innocent. On en parle également avec nos invités, le capitaine Marc Rolland à distance avec nous, porte-parole de l'APNM, gendarme et citoyen, et également avec Raphaël Nedilko en plateau avec nous. Bonjour, major de police, officier de police judiciaire. Vous êtes spécialiste des cold cases et membre d'honneur de l'association Havane, une association d'aide aux victimes des affaires non élucidées. Tout d'abord, capitaine Rolland, vous étiez avec nous hier en plateau. On est sur le même dispositif qu'hier. 80 gendarmes, des brigades cynophiles, beaucoup de moyens techniques engagés. Ça veut dire que les gendarmes continuent de quadriller méthodiquement la zone? Tout à fait, c'est le principe de l'escargot. On va du plus près au plus loin. L'effet compresseur, une fois qu'on a passé sur une zone de terrain, une fois que tout a été soldé et validé, on passe à l'étape suivante en étant sûr que ce qui est derrière nous a été validé en procédure et on ne trouvera rien parce que tout ce qui devait être fait a été fait. Raphaël Nedilko, c'est une enquête qui est relancée, qui va aller très très vite. Comment ça va se passer concrètement sur le terrain? Alors, là, le point de départ, le plus important à retenir, c'est qu'on ait une accroche quand même significative avec un suspect, la découverte donc d'une trace ADN, celle qui correspond donc à la jeune Lina, qui est retrouvée dans le véhicule. Et il va y avoir un travail phénoménal qui va être fait, notamment autour de ce personnage qui malheureusement a mis fin à ses jours, qui est présumé innocent, qui ne pourra pas répondre justement de ce qu'on pourrait lui reprocher ou pourquoi on pourrait le suspecter. C'est pour ça que là, le passage le plus important, ça va être les constatations à l'intérieur de son domicile, l'endroit où il s'est vraisemblablement donné la mort, pour trouver d'autres traces d'ADN de Lina, si tel est le cas. Alors, ce dispositif qui est employé, il est conséquent, évidemment. Vous qui êtes un spécialiste des cold cases, à ce stade de l'avancement un peu accéléré ces derniers jours de l'enquête, est-ce qu'on peut espérer une résolution assez rapide, retrouver peut-être le corps de Lina prochainement? Alors, c'est très difficile à dire puisque l'ADN n'est pas la reine des preuves. La seule chose qu'on peut faire, c'est établir un lien entre le véhicule qui est volé et l'utilisation probable par cet individu. De là en faire un lien avec la disparition de Lina, c'est vraiment prématuré. On ne sait pas où est-ce qu'a été trouvé l'ADN dans l'habitacle. Est-ce que c'était sur un objet dans l'habitacle, sur une pièce inamovible? Est-ce que c'était dans l'habitacle ou dans le coffre? Ni la nature même de l'ADN. Merci beaucoup à vous, Raphaël Nedilko, major de police, officier de police judiciaire. Merci également, capitaine Marc Rolland, porte-parole de l'APNM, gendarme et citoyen. Merci Mathias également d'avoir été avec nous pour parler de ces dossiers. On y reviendra évidemment un peu plus longuement tout à l'heure. On va parler politique à présent. La candidate du nouveau Front populaire pour Matignon, Lucie Castet, était sur le terrain aujourd'hui au chevet des Duralex pour parler industrie. À ses côtés, tous les leaders du nouveau Front populaire et l'envoyé spécial de BFM TV, Anthony Lebos.
Lucie Castet était sur le terrain, en campagne pour Matignon en quelque sorte, entourée de 2 chefs de parti, Marine Tondelier pour les Verts, Olivier Faure pour le Parti Socialiste. Lucie Castet enchaîne les déplacements et aujourd'hui le thème c'était l'industrie et le travail. Elle a visité une usine, pas n'importe laquelle, Duralex, une célèbre verrerie dans le centre de la France qui était en proie à des difficultés financières et qui a finalement été reprise par ses salariés. L'annonce d'ailleurs de ce déplacement de la gauche a fait bondir le ministre démissionnaire de l'Industrie, Roland Lescure, qui a vu une récupération politique de la gauche et qui revendique l'aide de l'État à hauteur de 19 millions d'euros depuis 2022 pour aider cette entreprise. Mais qu'importe la réaction du gouvernement démissionnaire, le nouveau Front Populaire cherche ici, par ce déplacement, à décliner son programme et à montrer, en termes de communication, à se montrer au travail, unis, quand Emmanuel Macron, lui, appelle plutôt à une trêve politique, très peu pour la gauche qui réclame toujours Matignon. Écoutez Marine Tondelier et Lucie Castet. On est en train de construire, de poursuivre l'élan qui a été mis en nous par les électeurs de Nouveau Front Populaire. C'est ça dont il s'agit. Il s'agit maintenant de transformer cet élan et de travailler dans ce sens pour pouvoir enfin arriver au pouvoir et pouvoir changer la vie des gens. Donc, le sens des institutions, c'est la logique de notre démocratie. En fait, c'est une arnaque en plusieurs épisodes. Le premier épisode, c'est qu'Emmanuel Macron nous explique que nous sommes les irresponsables parce que ce serait complètement, mais inconcevable, de nommer un Premier ministre pendant l'été parce qu'il y a les Jeux Olympiques. D'accord, mais c'est pas nous qui avons demandé une dissolution. Donc si vraiment il voulait pas nommer de Premier ministre, il n'est capable de faire de dissolution. Le deuxième acte, c'est que nous avons une Première ministre qui émane de nos 4 formations politiques et avec qui nous sommes parfaitement alignés, nous sommes prêts à relever ce défi. Et là, ils nous disent non, donc ils savent qu'ils jouent la montre. C'est fait en conscience, c'est pas juste parce qu'ils sont en trêve, je sais pas quoi. C'est une stratégie. C'est une stratégie de nous faire perdre du temps, pas juste à nous, mais à tous les Français, sur l'urgence sociale, sur l'urgence environnementale. Lucie Castet promet de faire des compromis avec l'ensemble des groupes parlementaires, hormis le Rassemblement national si elle est nommée à Matignon. Mais c'est peut-être un vœu pieux, puisque une semaine après avoir été désignée par le nouveau Front Populaire comme étant la candidate pour être première ministre, elle n'a toujours pas reçu d'appel d'Emmanuel Macron pour qu'il la nomme première ministre. D'ailleurs, le chef de l'État avait même rejeté cette hypothèse lors d'une interview à la télévision la semaine dernière. Et on en parle avec vous, Antoine Léaumont, député LFI NFP du département de l'Essonne. Bonsoir. Bonsoir. Lucie Castet était sur le terrain, on l'a vu, avec tous les leaders du nouveau Front Populaire et vous en faisiez partie. L'idée, c'est quoi? C'est d'occuper le terrain pendant que le Premier ministre démissionnaire gère, par exemple, les JO? L'idée, c'est d'envoyer un signal, bien sûr, de dire que Lucie Castet est la candidate choisie par le nouveau Front Populaire pour devenir notre première ministre et qu'on a un certain nombre de dossiers à traiter. Aujourd'hui, les salariés ont par exemple parlé de la question de la pénibilité au travail. Et cette question de la pénibilité, elle se retrouve avec l'une de nos mesures centrales, l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Donc c'est l'occasion de porter ce sujet-là, mais aussi bien d'autres, et en particulier là avec cette usine, la question de la réindustrialisation de la France, de la défense des emplois dans notre pays, du développement de l'industrie dans notre pays et avec des productions qui sont des productions utiles puisqu'il s'agit d'une vaisselle que beaucoup de gens ont chez eux, les verres Duralex, il y en a beaucoup qui ont ces petits verres ou ces bols. Les verres incassables. Un symbole. Oui, c'est des verres incassables et c'est un symbole de la qualité de l'industrie française. Donc je crois qu'on pouvait envoyer plusieurs signaux en même temps avec ce déplacement à l'usine Duralex. Et le dernier d'entre eux, c'est évidemment que les salariés, pour sauver l'emploi, pour sauver l'industrie dans notre pays, ont décidé de reprendre leur entreprise en coopérative. Et on voit bien que quand les salariés sont ceux qui sont maîtres et possesseurs de leur entreprise, d'une certaine manière, eh bien ils vont utiliser l'argent non pas pour le mettre en Suisse ou au Panama, mais pour l'investir dans notre pays, sur notre territoire, avec à la clé de la création d'emplois et une industrie qui est une industrie puissante, forte, capable de servir l'intérêt du peuple français. Lucie Castet, c'est donc votre candidate, on le sait depuis quelques jours désormais. Matignon, est-ce que vous y croyez toujours? Parce que le président a fait savoir qu'il n'en voulait pas de Lucie Castet. Bien sûr, le président a dit qu'il n'en voulait pas, mais je pense qu'il finira par y être contraint. Parce que va nous proposer Emmanuel Macron? Il essaye de trouver une personne qui soit un espèce de mi-chemin entre la gauche et la droite, et il l'a affirmé, c'est pour continuer sa politique de cadeaux fiscaux aux plus riches. Donc, si c'est ça que veut faire M. Macron, alors même que le signal envoyé par le peuple français à l'issue de la dissolution que lui-même a demandé, eh bien, nous allons nous trouver dans une situation de blocage politique. Car si M. Macron nous envoie un gouvernement pour faire l'inverse de la politique que les Français ont demandé dans les urnes, alors nous censurerons ce gouvernement. Et M. Macron finira par être obligé d'en venir à la solution qui est la solution logique, normale, dans notre démocratie depuis 1877, ça ne remonte pas quand même à aujourd'hui. On nomme
à la tête du gouvernement la force politique qui est arrivée en tête. En l'occurrence, c'est le nouveau Front populaire. Charge à nous de réussir à faire un gouvernement, de réussir à faire avancer nos mesures, et responsabilité politique aux autres, s'ils ne sont pas d'accord avec cela, de censurer notre gouvernement et de le faire tomber. Mais la logique politique ne peut pas être d'ignorer le résultat des urnes et de faire comme si tout ça n'existait pas. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas un respect de la démocratie parlementaire. Merci beaucoup Antoine Léaumont, député LFI NFP du département de l'Essonne, de nous avoir accordé cette interview ce soir. Et on reparle des orages qui ont fait hier de gros dégâts, notamment en Bourgogne, mais également dans le secteur de Lyon, dégâts dans les vignobles. Des lignes SNCF ont été touchées, occasionnant de très fortes perturbations sur le réseau. Explication, Francesco De Pacchi. L'avant du TGV Lyon-Rennes partiellement éventré. Conséquence de l'accident survenu ce matin dans Lyon, alors traversé par un important épisode orageux. Il est 7h40 lorsque l'engin lancé à pleine vitesse percute de plein fouet un arbre tombé sur la voie. Si le choc ne fait aucun blessé, sa violence surprend les passagers à bord. On était tous un peu endormis parce que ça arrivait à 7h30. Moi j'ai même cru à un moment donné qu'on passait sous un tunnel parce qu'en fait on était en plein milieu de l'orage donc il faisait très sombre. On a entendu la pluie et les grêlons puis à un moment donné il y a un gros boum qui est tombé sur le wagon, c'est tous regardant qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était le tronc d'arbre qui s'est écrasé sur la cabine à ce moment-là. Autre conséquence de cette chute d'arbres, de nombreuses installations électriques endommagées et un trafic paralysé sur la ligne à grande vitesse sud-est. Premiers concernés donc, les passagers du Lyon-Rennes immobilisés près des voies depuis le début de journée et obligés de prendre leur mal en patience. Là on est bloqué depuis 7h40 à peu près. Voilà. Donc on a attendu 2 heures puis il commençait à avoir très chaud. Donc on a eu l'autorisation de sortir et dans un champ, on a tout aménagé, mais voilà. En milieu de journée, un train de substitution est alors affrété pour évacuer les voyageurs. Les valises sont transportées d'un convoi à un autre, tandis que les usagers sont invités à embarquer par les agents de la SNCF dépêchés sur place. Et on va pouvoir commencer à cheminer direction la voiture. Vers 17h, le nouveau TGV peut enfin repartir, plus de 9 heures après l'accident. Le train endommagé est lui toujours bloqué sur la voie ce soir. Des agents de la SNCF devraient travailler dessus toute la nuit. Le trafic devrait être quant à lui de retour à la normale pour la journée de jeudi. Et nous allons tout de suite du côté de la gare de Lyon à Paris pour vous retrouver Kevin Eliès. Le trafic donc, qui a été fortement impacté et le retour à la normale qui n'est pas pour tout de suite, Kevin. Exactement, qui n'est pas pour tout de suite, mais on le sent quand même sur place que la situation s'améliore par rapport à il y a quelques heures. Regardez sur les images de Yoann Gérifion, on va vous montrer un petit peu ces panneaux d'affichage. Vous le voyez, ce sont les prochains trains au départ ici de la gare de Lyon. Alors des trains qui accusent encore de longues heures de retard, parfois jusqu'à 2h50 pour certains. Mais on voit au fur et à mesure de l'avancée de la soirée, le retard diminue pour arriver à 35 minutes pour le train de 21h. Et pareil, si on regarde les arrivées un petit peu, les derniers trains à l'arrivée ont 20 minutes de retard. Et parfois même le dernier train à 22h Lyon-Perrache, lui, arrive à l'heure. Preuve que la situation ici s'améliore progressivement. D'ailleurs, la SNCF le dit, il y a une reprise très progressive du trafic. Actuellement, 3 TGV sur 4 sont en circulation. Mais les passagers qui doivent encore donc s'armer de patience avant de prendre leur train. Écoutez d'ailleurs une passagère, une voyageuse que nous avons rencontrée dans le courant de l'après-midi. Elle était au micro de Guillaume Laviala. Et on reçoit un message, votre train partira pas avant 2 heures. Donc je me dis, on va attendre un peu. Mais ça recule et au final... il se peut que le train soit supprimé. Donc là, on est un peu dans l'inconnu. On ne sait pas si on va pouvoir partir aujourd'hui ou pas. Donc j'espère, mais sinon c'est un peu la galère. Une horreur. On devait partir à 9h18. Vu les intempéries, le train n'a pas pu partir. On nous a dit qu'on partait 2h20 plus tard. On a attendu, au salon Grand Voyageur. Après, on nous a dit 3h30 de retard. Et ensuite, on nous a dit tout est supprimé. Et pour les orages violents, il y en a 4 de plus. Calmé ici en gare de Lyon. Vous montrez il y a plus d'une heure des images ici du parvis de la gare qui était complètement bondé de monde. Désormais, presque plus personne. Les voyageurs, quelques voyageurs qui restent quand même en gare en train d'attendre leur train, mais qui ont donc pu prendre leur train, qui pour beaucoup sont arrivés en retard. On le rappelle, 2 lignes sont principalement touchées, celles de Lyon-Paris et de Dijon-Paris. À noter que le trafic du côté des TER est plus ou moins régulier pour le moment. Reprise donc progressive. Merci beaucoup pour ces précisions en direct de la gare de Lyon. Kevin Eliès avec Yoann Gérifion derrière la caméra. Et on en parle avec notre invité Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sudrail. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté l'invitation de BFM TV. De gros dégâts, des Bonsoir. Perturbations et pour l'instant rien n'est rétabli, c'est ça ? Oui, pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien n'est rétabli. Il y a eu des travaux, mais pour l'instant, rien
Non, je ne crois pas. Ce que votre journaliste disait, c'est que la situation a reprise. Alors évidemment avec des difficultés parce qu'il y a un sujet de rotation de matériel. Il y avait des dégâts plus importants sur une voie que sur l'autre. Mais la situation, grâce encore au professionnalisme de mes collègues, a repris depuis 17h30. Oui, un travail effréné de vos collègues, justement, vous le dites, qui sont plutôt bien sollicités ces derniers jours. On se rappelle évidemment des sabotages d'il y a quelques jours en marge des JO. Et là, donc, c'est déconvenu après les intempéries. Comment est-ce que s'organisent vos collègues ? En fait, alors c'est 365 jours sur 365 que les cheminots et les cheminotes, alors aussi bien celles et ceux qui entretiennent ou qui doivent réparer les voies, mais dans les gares ou les conducteurs train, enfin tous les métiers, on est sollicité. Enfin, on est un service pour l'intérêt collectif, donc ça fonctionne tous les jours de l'année. Donc dès qu'il y a des problèmes, on intervient pour améliorer la situation le plus rapidement possible. Dernière question, de tels dégâts, il y a longtemps que vous n'aviez pas vu de tels dégâts sur les voies SNCF notamment Non, malheureusement non. Alors il y a les sujets de crise naturelle, on va dire, ou de très forte chaleur. Ça va vous rappeler la vallée de la Roya, où il y avait eu la voie ferrée qui avait été aussi endommagée. Et puis à la fois, on le dit aussi, il y a quand même la vétusté du système ferroviaire. Faut pas oublier que l'État français est l'État qui met le moins d'argent par habitant de l'Union européenne. Et donc on peut avoir un réseau qui vieillit de plus en plus. Et donc s'il vieillit, des fois il peut craquer un peu plus vite que la moyenne, on va dire, européenne. Donc non. Ce n'est pas extraordinaire. Voilà, on est mobilisé 365 jours, comme je vous le disais, parce que c'est malheureusement fréquent. Alors là, combien est-ce que vous avez une idée du nombre des effectifs qui ont été mobilisés pour essayer de remettre à bien cette ligne sud-est ? Alors à la fois, on a de nombreuses équipes qui sont allées pour réparer les installations. Alors vous avez cité deux lignes, il y avait la LGV Paris-Lyon, mais vous avez parlé aussi de Dijon-Paris, ce qu'on appelle la ligne classique. Donc ça veut dire à deux endroits il y avait des dégradations importantes. Mais vous savez, on a aussi les collègues du matériel roulant. Vous avez vu, le TGV était endommagé, donc il a fallu. Allô ? Oui, on vous écoute. Allez-y. Il a fallu aussi aller, entre guillemets, enlever le TGV de la ligne. Et puis il y a aussi, vous l'avez vu dans vos images, tous les collègues qui étaient dans les gares, les contrôleurs et les contrôleuses, avec l'affluence voyageurs, où là, il a fallu, avec les informations que mes collègues avaient, essayer de rassurer, d'informer le mieux possible les voyageurs et les voyageuses. Donc on se résume, la bonne nouvelle c'est que tout est en train de retrouver, on retrouve la normale, tout est en train de se mettre en place, et demain, tous les voyageurs auront leur train, c'est ça ? La bonne nouvelle, c'est que dès qu'il faut qu'on se mobilise, les cheminots et les cheminotes se mobilisent. Après, moi, les informations que j'ai, mais je suis pas la direction de l'entreprise, donc je suis pas au cœur, on va dire, du PC de crise, mais c'est que la situation sera normale, normalement demain matin. Je crois que il y a encore des intempéries qui sont prévues sur le territoire français, donc on verra où on en est demain. Merci Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sudrail. Et justement, on va en parler de ces intempéries avec Kevin Fleury qui nous a rejoint. En effet, avec des orages qui se poursuivent actuellement sur une grande partie de la France. On a désormais un total de 66 départements en vigilance orange. Alors des orages évidemment virulents, vous le voyez juste derrière moi, des inondations qui sont en cours, qui doivent vous inciter à la prudence si vous empruntez des axes inondés. Vous voyez ici des images d'Évreux. Je vais vous montrer également l'évolution de ces orages sur notre carte météo, notre météo groupe comme on l'appelle ici, avec des déplacements bien significatifs ici sur la Normandie, qui est pour le moment la région la plus concernée avec l'Alsace. On voit ces cellules orageuses ici qui ont généré d'intenses précipitations. Parfois des inondations dans la région d'Évreux, qui est visiblement l'une des communes de Normandie les plus touchées, la plus touchée à l'heure actuelle, avec des rues parfois totalement inondées et de fortes rafales de vent également signalées, du jamais vu depuis la tempête de 1999. Très localement, évidemment, c'est important de le rappeler, ici dans le secteur d'Argentan. On va passer de l'autre côté de la France pour aller voir la situation en Alsace, entouré en rouge ici le secteur de Gérardmer, mais aussi de Münster, très fortement impacté par les inondations et par les précipitations diluviennes. C'est un record pour cette station ouverte en 2001. Elle appartient évidemment au réseau Météo France. Il est tombé entre 17h et 18h, l'équivalent d'un mois de précipitation. Et je vous invite à nous rejoindre, Kevin, parce qu'on va parler également d'une autre vigilance
vigilance, puisqu'il y a également ces orages. On en parle depuis plusieurs jours. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. En effet, la chaleur qui vient alimenter finalement ces orages sur une grande partie de la France. Et demain, il faut encore s'attendre à des températures très élevées, notamment dans le sud-est. On pourrait se rapprocher des 39 à 40 degrés dans l'arrière-pays méditerranéen. Alors c'est le cas notamment dans le département de l'Hérault. On y va tout de suite. Pierre Barbin est l'envoyé spécial de BFM TV sur place. Pierre, il fait toujours aussi chaud ce soir à Montpellier ? Non, il fait bien meilleur, c'est bien plus agréable de sortir ce soir à 20h, on le ressent nous-mêmes et d'ailleurs on voit que le mode de vie des gens change pendant ces périodes caniculaires parce qu'en plein milieu de l'après-midi, c'est vrai que les rues sont parfois désertes ou alors tout le monde se promène à l'ombre, on évite au maximum le soleil, on se promène vraiment dans les zones les plus ombragées parce qu'il a fait une nouvelle fois très chaud dans le département, on a frôlé les 38 degrés dans certaines communes, dans l'arrière-pays notamment. C'est vrai qu'il a fait très chaud. C'est le 3e jour consécutif où le département connaît des températures caniculaires. C'est le cas évidemment pour les départements voisins également, celui du Gard notamment où il a une nouvelle fois fait très chaud. On a frôlé presque les 40 degrés aujourd'hui. Ça va continuer bien évidemment. Vous l'avez dit à l'instant, il va de nouveau faire très chaud demain. On attend plus de 38 degrés ici dans le département de l'Hérault. Donc c'est vrai que les gens commencent à s'habituer. On voit beaucoup de monde qui se balade ce soir. On commence à faire seulement le footing habituel à 20h au lieu de 17h, ce que l'on peut faire habituellement. Mais c'est vrai qu'on change son mode de vie face à ces températures caniculaires qui vont donc se poursuivre ici dans le sud-est de la France. Et ça, ce sont des bons réflexes. Merci Pierre Barbin avec Philippe Gaillou pour BFM TV. Restez avec nous dans un instant, on va revenir sur ces médailles qui pleuvent encore également. Puisque bravo encore à Léon Marchand, c'était prévu, il l'a fait. Ça y est, médaille d'or encore sur le 200 mètres papillon il y a un instant pour notre nageur français. On en parlera tout à l'heure pour faire également ce bilan sur nos 24 désormais médailles françaises, dont 7 en or. On est le 3e rien que ça. C'est complètement fou. Allez, à tout de suite.